一体何なんだ。ベヘリット。昔占い師のばあさんから手に入れたんだ。これを持つ者は自分の血と肉を引き換えに世界を手に入れる運命なんだって。Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très spécial et qui fait grandement débat dans la communauté Berserk. Je veux bien entendu parler du Griffith did nothing wrong, un adage exagéré par les fans de Griffith pour parler de la psychologie du personnage, de son schéma narratif et de comment le Faucon Blanc a vu son destin s'accomplir par le biais de facteurs qui le dépassaient largement. Petit disclaimer avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens évidemment à dire qu'en aucun cas je cherche à défendre les actes commis par Griffith et que je pense qu'on peut simplement apprécier ses qualités d'antagoniste et le caractère non manichéen de son écriture. Pour remettre le personnage dans son contexte, je pense que c'est important de faire une rapide présentation du personnage qu'est Griffith. Chef d'une bande de mercenaires, la première image qui nous est donnée de Griffith est celle d'un leader charismatique et magnétique, obsédé par un rêve, posséder un jour son royaume. Des années de bataille acharnées auprès de ses compagnons d'armes conduiront le Faucon de la Lumière à mettre un terme à la guerre de 100 ans, propulsant ce dernier au rang de chef suprême des armées du Midland. Sa rivalité grandissante avec Guts tout au long du manga s'achève telle qu'elle a commencé lors d'un duel entre les deux hommes. Remporté cette fois-ci par Guts, le chef des Faucons se voit désormais dépossédé de son plus précieux atout et couche avec la princesse Charlotte. Brisé sur tous les plans, Griffith n'est plus que l'ombre de lui-même et après une tentative de suicide ratée, son sang coulant désormais sur la béélite pourpre qu'il vient de retrouver, le Faucon voit se déclencher la cérémonie de l'occultation ou éclipse lors de laquelle il sacrifiera toute la troupe du Faucon et violera Casca qui s'était entre-temps éprise de Guts. Désormais 5e membre des Archanges de la Main de Dieu, Griffith renaît sous le nom de Femto et quitte le monde physique pour rejoindre le monde astral. Sa réincarnation dans le monde physique aura lieu plus tard dans le manga, à la suite de laquelle Griffith fondera Falconia, sa cité utopique, devenant dans le même temps un genre de messie pour l'humanité. De tous les personnages de Berserk, Griffith est sans aucun doute le plus difficile à cerner. Son apparence est angélique et contraste dès lors parfaitement avec la noirceur de son âme renfermant les ténèbres les plus épaisses. Le fait qu'il soit d'abord présenté comme un être rayonnant, sociable et surtout très magnétique sert le récit à porter un tel monstre jusqu'à sa renaissance, sans faire peser sur lui le moindre soupçon. Toutefois, l'ensemble de la troupe du Faucon est consciente de l'emprise que leur chef a sur eux, comme l'exprime Judo lorsqu'il parle de Griffith. Comment dire, il semble touché par la sagesse et pourtant il a l'apparence d'un gamin. Un instant, il te jette un regard à te glacer le sang, l'instant d'après, il te sourit comme un bébé né de la dernière pluie. Je saurais dire s'il est mature ou irresponsable, s'il est foncièrement bon ou la pire des racailles. C'est même ce qui les rassemble et les pousse à vivre et à mourir sous la bannière du Faucon. Que l'on veuille le suivre du fond de son cœur ou que l'on soit attiré par sa réputation, nous avons tous été séduits, c'est ce qui nous réunit. Cette introduction si lumineuse, portée par des valeurs fortes à la poursuite d'un rêve si grand, laisse le lecteur à l'interrogation lorsque ce dernier révèle sa vraie nature. A-t-il été réellement question d'une glissade du bien vers le mal ? Griffith a-t-il seulement déjà été bon ? Même si son magnétisme naturel et ses qualités inégalées de chef de guerre offrent à Griffith la servitude la plus aiguë de la part de ses compagnons, ces derniers semblent loin de se douter d'ô combien le Faucon les tient en basse estime. Lors de sa conversation avec la princesse Charlotte, il tiendra à leur sujet des mots rudes et dénués de tout sentiment. Ce sont d'excellents subordonnés. Nous avons frôlé la mort ensemble un nombre incalculable de fois. Ce sont mes précieux compagnons qui ont dévoué leur corps à la réalisation de mon rêve. De mon point de vue, ce ne sont pas mes amis. De plus, Griffith a pleine mesure des sacrifices qu'implique son rêve, et touche du doigt plusieurs fois le fait qu'il devra tant marcher sur ses ennemis que sur ses plus fidèles serviteurs. Comme lorsqu'un jeune garçon, qui avait rejoint la troupe 1 an auparavant, meurt sous le commandement de Griffith. Était-il heureux ? Est-il passé en plein rêve ? Est-il passé de vie à trépas en croyant à son rêve ? Ou bien au contraire, sa mort a-t-elle signé la fin de son rêve ? Son désespoir ? C'est sans doute mon propre rêve qui a tué cet enfant. Ces moments de faiblesse illustrent la lutte intérieure de Griffith qui s'efforce de mettre ses sentiments de côté au service et à la poursuite de son rêve tout au long de l'accomplissement de celui-ci. Ce rêve, Griffith le tient depuis sa plus tendre enfance. Lui qui arpentait les rues sinueuses de la basse ville pouvait apercevoir au loin le château, qui dominait tout jusqu'aux plus hautes cimes,
De là, le jeune homme se lance à la poursuite d'un rêve simple et cliché, avoir un jour son propre royaume. Regarder depuis sa misère un tel symbole de puissance ne suffisait pas au jeune homme, qui se verra poser la question suivante lors de l'éclipse. Pourquoi cela ne te suffisait-il pas de simplement le regarder? Ce à quoi Griffith, envahi de sentiments variés tels que la culpabilité, la peur ou encore la souffrance, répondra en s'exclamant « Mais je n'en sais rien! » C'est à la genèse de ce rêve que la baie élite pourpre sera placée sur sa route, confiée par une diseuse de bonne aventure. Depuis l'obtention de ce précieux artefact, qui lui a d'ailleurs été sûrement donné au vu de l'immensité de son rêve, la vie de Griffith n'aura été qu'une succession de choix le conduisant à la cérémonie de l'occultation. L'ensemble de ces événements traduisent l'accomplissement d'une sorte de destin caractérisé dans Berserk par la notion de causalité. C'est dans le chapitre 83 de Berserk, un chapitre supprimé car jugé par son créateur comme trop révélateur de la suite du manga, que l'auteur donne un grand nombre de clés nécessaires à la bonne compréhension du concept de causalité. Chronologiquement, on se situe pendant la cérémonie de l'éclipse. Dans ce chapitre, Griffith amorce sa réincarnation en Femto et sa conscience se retrouve happée vers le monde astral, où il va faire la rencontre du dieu de Berserk. Ouais, rien que ça, l'idée du mal. Je ne vais pas m'attarder ici sur l'existence d'une telle entité dans Berserk, car le sujet est carrément trop vaste, donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et je vous ferai une vidéo à part. Lors de son dialogue avec Griffith, ce dieu révélera au faucon que chacune de ses actions l'ayant conduite à ce jour avait été orchestrée par la causalité, la volonté de l'idée du mal. Il a été décidé depuis un passé lointain que tu devais être ici. Allant même jusqu'à dévoiler qu'il était à l'origine même de son existence. Pour ouvrir la voie à l'époque où tu naîtrais, j'ai manipulé l'histoire. Et même si ce chapitre interdit est considéré comme caduc par une partie de la communauté, je pense à titre personnel que de nombreux chapitres venus après lui font écho, et que par ce faux pas, Miura a donné un bon nombre des rouages de son univers, notamment lorsque Mule se met au service de Griffith et que cette pensée le traverse. J'ai eu l'intuition que ce que j'avais dans les yeux n'était pas une guerre qui serait consignée dans l'histoire, mais sans doute un futur mythe. Le mythe, défini comme un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, que ce soit des dieux ou des demi-dieux, est utilisé ici pour renforcer la place du divin dans l'existence de Griffith. Surveillé depuis le début, le vol du faucon a été plus linéaire que ce qu'il laissait entrevoir. Et chaque fois que ce dernier déviait de la route qui lui avait été tracée, les God Hand avançaient leurs pions pour le conduire jusqu'à eux. Et c'est exactement le rôle qui a été attribué à Guts. Si le Chevalier Noir a croisé la route du Faucon Blanc, ce dernier a ainsi trouvé en la personne de Guts cet alter ego indomptable qui deviendrait l'objet de son obsession et de sa convoitise. Le seul l'ayant fait dévier de son rêve, celui qui l'a brisé pour devenir son égal. Le capitaine des Faucons a été le grain de sable dans l'engrenage parfait de conquête que Griffith avait bâti. Avant de dominer le monde, Griffith a ainsi voulu dominer Guts, et a échoué. Cette volonté est appuyée par le rêve que fait Griffith, peu avant le déclenchement de l'éclipse. Le Faucon entrevoit un futur heureux, où il aurait guéri de ses blessures et vivrait désormais une vie paisible avec Casca, sa femme, et son fils, Guts. Ce rêve sert à nous montrer deux choses. Premièrement, cette volonté de domination représentée par l'autorité paternelle dont bénéficie Griffith dans son rêve. D'autre part, on voit que via ce rêve, Griffith entrevoit un possible avenir heureux, loin de son rêve certes, mais proche de ses deux objets de convoitise, Guts et Casca. Un choix s'est ainsi présenté à lui, et ce dernier, pour ne pas trahir son rêve, a fait celui que nous connaissons. Dans son ego surdimensionné, il n'a pas pu pour autant se résoudre à laisser fleurir un bonheur dont il serait exclu, et, dans sa jalousie extrême, a brisé l'amour de Guts et Casca. En effet, ces derniers ayant survécu, ils ne sont désormais que l'ombre d'eux-mêmes et garderont à jamais les sévices physiques et moraux de leur ancien compagnon. Si je m'excuse, si je regrette, tout sera fini. Ainsi, il est important de visualiser le contexte dans lequel Griffith est placé avant le déclenchement de la cérémonie de l'occultation. L'admiration de ses camarades changeait désormais en pitié, le magnétisme de Griffith ne prend plus. Castré, les tendons sectionnés et la langue tranchée, il est désormais faible, et tout lui est repris, jusqu'à l'amour de celle qui a toujours été à son service. Griffith est ainsi envahi de sentiments destructeurs, tels que la jalousie, la colère ou encore la déception. Et sans vouloir entrer dans l'affect, je pense que n'importe quel humain lambda aurait probablement souhaité faire voler cette dure réalité en éclats. Toutefois, Ubik semble presque forcé d'influencer une nouvelle fois le destin de Griffith, et de lui rappeler qu'il doit accomplir sa destinée. Lors du début de la cérémonie de l'occultation, le God Hand se charge de lui rappeler l'objet de leur venue. Ceci n'est pas une illusion, c'est la réalité de ton monde intérieur. Cette tournure de phrase est intéressante, car ce mécanisme d'illusion ou de rêve, employé ici par Miura, ne semble pas si hasardeux. Par réalité de monde intérieur, on peut entendre qu'ici, Ubik rappelle à Griffith la nature même de son existence, ce pourquoi il est né. C'est la principale différence entre la causalité et un destin inévitable et prophétique. Si le destin de Griffith était de plonger le monde dans les ténèbres et de massacrer jusqu'au dernier de ses compagnons pour atteindre son rêve, pourquoi les God Hand seraient contraints de procéder à cette réminiscence ?
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurais pu apporter des éléments d'analyse pour parler du... Griffith n'a-t-il vraiment rien fait de mal? Ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo sur l'un des meilleurs antagonistes de l'histoire, et mon préféré du coup, et c'était vraiment un plaisir à réaliser. N'hésitez pas à me faire vos retours et à partager la vidéo si vous l'avez aimé, j'essaierai d'en faire d'autres si ça vous plaît. En attendant, je vous fais des bisous. Je tiens aussi à remercier mon pote Aleph qui a prêté sa voix à toutes les citations que j'ai mises dans la vidéo, donc merci à lui.